Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour votre grand rendez-vous parlementaire hebdomadaire. Cette semaine, bien sûr, les questions d'actualité au gouvernement, elles commencent dans 15 minutes exactement à 15 h. Au menu, plusieurs questions, notamment autour des manifestations contre le racisme et la question des violences policières, mais aussi encore des questions sur les conséquences du Covid. À mes côtés, la sénatrice LR de l'Essonne, Laure Darcos. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Vous étiez hier au déplacement d'Édouard Philippe dans l'Essonne à la rencontre des policiers au lendemain de ces annonces pour améliorer la déontologie de la police. Y a-t-il pour vous un problème de déontologie, un problème de violence, de racisme dans la police aujourd'hui ? Tout d'abord, je voulais dire qu'on n'était pas au déplacement, puisque bien évidemment, avec l'état d'urgence, tous les parlementaires n'étaient pas conviés, mais on a eu un petit déjeuner républicain très intéressant, très enrichissant, avec le Premier ministre et Julien de Normandie très tôt hier matin à la préfecture. C'est symboliquement très important qu'ils viennent chez nous, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu aussi des agressions de policiers réguliers, notamment on se souvient de Viry-Châtillon en 2018, et là dernièrement un caillassage pendant le confinement d'un maire à Lys. Donc pour nous c'était important qu'ils viennent. Vous parlez des violences à l'égard de la police. Exactement. Y a-t-il aussi des violences de la part de la police? Je sais bien, mais vous voyez, c'était important aussi, je vous dis, sur ce fait-là, parce que ce que le Premier ministre a rappelé, c'est que bien évidemment, il fallait condamner tout acte de racisme ou délit de faciès. Il l'a rappelé à plusieurs reprises. Mais en même temps, j'ai senti qu'il voulait aussi, alors je ne sais pas si c'est par rapport à son ministre de l'Intérieur, mais montrer aussi sa solidarité par rapport à la police. Et c'est aussi pour ça qu'il est allé voir aussi un commissariat et ensuite visiter une association qui essaie de mettre du lien entre la population et la police. Pourquoi ? Parce que c'est important de montrer qu'au fond, ces derniers mois, et il l'a rappelé, entre les gilets jaunes, les retraites avec beaucoup de manifestations et le confinement, les policiers ont été extrêmement surtendus. Une tonalité, vous le dites, différente de celle de son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Que voulez-vous dire par là, Christophe Castaner, qui a notamment la veille promis une tolérance zéro contre le racisme dans la police? Ça veut dire que ce n'était pas le cas jusque-là? Qu'est-ce que vous avez pensé des propos du ministre de l'Intérieur? C'est pas ça, c'est que je trouve que il a été maladroit. Il était dans son rôle, bien évidemment, de dire ça. Tolérance zéro contre le racisme, mais qui existe partout. C'est une évidence, normalement. Bien sûr, mais qui existe partout. Je trouve que l'emballement médiatique, pardonnez-moi, vous en faites un peu partie, mais également l'emballement politique, en fait, la récupération politique, est très dangereuse, parce que ça fait bien évidemment le lit du Front National. Et c'est le cas là pour vous? Il y a un problème de récupération politique par certains partis? Oui, parce que, bien évidemment, ce qui s'est passé aux États-Unis est absolument effroyable. J'en ai pas dormi de la nuit en voyant la vidéo en entier. De la mort de George Floyd. C'était juste épouvantable. Mais je pense qu'il ne faut pas tout assimiler. Et en France, je ne pense pas qu'il y ait plus de racisme dans la police que dans le reste de la population. Il faut les condamner, bien évidemment. C'est un problème de racisme global, parce qu'Emmanuel Macron, ce matin, au Conseil des ministres, a parlé d'une maladie qui touche toute la société en parlant du racisme en France. Alors, je vais vous dire, je vais peut-être choquer, mais ce qui m'a choqué dans certaines manifestations dernièrement, c'est que bien évidemment, il faut ne pas tolérer le racisme, mais il y a également un racisme anti-blanc qui peut finalement aussi apparaître dans des zones de non-droit, dans des universités. Regardez ces associations où on demande à ce qu'il n'y ait pas de personnes blanches dans les rassemblements. Je ne suis pas en train de dédouaner. C'est un sujet qui fait extrêmement polémique, hein, vous le savez. Je sais bien, mais ce n'est pas, je ne me dédouane pas en disant ça. Je pense que toute forme d'intolérance et de racisme doit être bien évidemment totalement condamnée. Mais je vous dis, la différence, c'est que je pense que M. Castaner a donné ces mesures pour lutter contre le racisme, mais il a oublié également de remercier les policiers. Et je pense que le Premier ministre, en venant hier matin, c'était aussi pour ça qu'il le faisait. Un mot pour conclure sur un tout autre sujet, Laure Darcos, les violences conjugales. Le Sénat a adopté hier la proposition de loi d'Aurélien Pradié en s'opposant au décret polémique du 27 mai que certains jugeaient contre-productif. Il donne à la victime 24 heures maximum pour informer son conjoint violent de la procédure ouverte à son encontre. Vous avez confiance dans l'exécutif pour qu'au final, cette mesure ne se retrouve plus là ?
Écoutez, en tout cas, il y avait une belle unanimité hier soir, hein, avec un avis favorable de la commission des lois sur ce sujet. Nous avions déjà essayé de faire passer cet amendement lors de la proposition de loi d'Aurélien Pradié en décembre dernier. C'était important pour nous et ça n'est surtout pas aux victimes, en effet, de payer en tout cas cet avertissement et cette demande d'ordonnance d'éloignement. Donc symboliquement, c'était très important qu'on le fasse, surtout dans une période où le confinement a été très très difficile pour les violences intrafamiliales et conjugales. Eh bien, merci beaucoup, Laure Darcos, d'avoir répondu à mes questions. Je vais maintenant avoir le plaisir d'accueillir le vice-président socialiste du Sénat, sénateur de Paris, David Assouline. Merci beaucoup de prendre place, David Assouline. Merci, Laure Darcos. On va parler ensemble des manifestations anti-racistes. Vous étiez présent hier à Paris. Tout d'abord, sur le fait que certains se disent ces manifestations, elles ne sont pas autorisées. Vous l'assumez, certains critiquent votre présence, la présence des hommes politiques. Hier, c'était une manifestation totalement tolérée par le ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient là étaient très responsables. Toléré, mais pas autorisé. On est quand même dans une espèce de flou de la part de Christophe Castaner. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos là-dessus? Non, je pense que, voilà, à partir du moment où il y a des règles générales qui n'ont pas encore été modifiées, c'était son rôle de dire les choses, mais il a clairement dit que c'était autorisé dans le sens qu'on pouvait y participer. Il a dit l'émotion sans dépasse problème. les règles juridiques. Mais bien sûr, dans un cas qui bien sûr, il y a des moments comme cela. Alors bien entendu, les organisateurs ont tout de suite d'ailleurs dit au micro qu'il fallait respecter les distances, les gestes barrières. Ils avaient des milliers de masques à disposition, du gel, etc. Bon, ce qui est une preuve de grande responsabilité. Mais enfin, le sujet était que quand il y a de tels faits, et notamment là, hier, il s'agissait d'abord de rendre hommage à George Floyd, et c'était une émotion tout à fait légitime qui s'est faite dans la dignité, c'était dans le monde entier, et Paris et la place de la République devaient être au rendez-vous, c'est évident. Y a-t-il pour vous un problème de racisme dans la police française? Et puis deuxième question, y a-t-il un problème de racisme plus global en France? Parce qu'Emmanuel Macron, ce matin, au Conseil des ministres, a lui parlé d'une maladie qui touche toute la société. Bien entendu que le racisme, on le voit qu'il touche la société, y compris ceux qui, dans la sphère politique, l'alimentent, font des scores tout à fait importants dans les élections régulièrement. Je parle du Rassemblement national. Donc c'est évident qu'il y a cette pression sur la société. Et donc l'ensemble des corps sociaux sont touchés. Mais justement, la police garantit la paix civile et la police républicaine, c'est celle qui protège nos libertés, notre fraternité et notre égalité, c'est-à-dire les valeurs de la République. Et donc c'est particulièrement nocif qu'en son sein on laisse prospérer le racisme et les violences qui peuvent aller avec. Donc c'est très important justement pour la police elle-même et pour la confiance qu'elle doit susciter dans la jeunesse de ne avoir aucune complaisance et aucun déni là-dessus. Est-ce qu'il y en a eu jusqu'ici de la complaisance, du déni? Par exemple, lorsque Christophe Castaner dit maintenant c'est tolérance zéro sur le racisme dans la police, est-ce à dire qu'il y a eu vraiment ce problème pour vous? Bien sûr, à partir du moment où il dit maintenant c'est tolérance zéro, c'est qu'avant c'était pas tolérance zéro. Donc il l'a reconnu. Et donc d'une certaine façon il a fait un pas. Et d'ailleurs c'est le pas essentiel qu'il faut avoir, c'est arrêter avec le déni. Ce ne sont pas des petits faits marginaux qui ne comptent pas. C'est important, par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas forcément meurtrier, mais qui endommage le pacte républicain. C'est le quotidien des contrôles aux faciès. Et ça, personne ne peut dire que c'est marginal. Moi, mes enfants qui ont entre 20 et 30 ans, ils me disent depuis qu'ils sont adolescents que quand ils se baladent avec des amis, eux sont contrôlés et pas eux. C'est-à-dire, il y a quand même donc une discrimination. Des amis d'origine étrangère, des amis noirs. Bien sûr, et vous pensez bien que ça se vit de façon très douloureuse dès la plus tendre jeunesse. Et puis, il y a tout le reste qui a été révélé par la presse. Pourquoi c'est la presse qui révèle qu'il y a ces sites Facebook, qu'il y a de tels propos? Merci à la presse. Mais ça devrait être mis au grand jour et pas étouffé et pas nié dans la police elle-même et
surtout par les responsables et par le gouvernement. Eh bien, merci beaucoup David Assouline d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir Philippe Bas, le président Les Républicains de la Commission des lois. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Philippe Bas, bonjour. Bonjour. D'abord, que pensez-vous du fait que le gouvernement crée sa propre commission pour enquêter sur sa gestion du Covid? Ce sont des bonnes pratiques. C'est un retour d'expérience que cherche le gouvernement, clame-t-il. Est-ce qu'il a raison? Si c'est un retour d'expérience, il est parfaitement libre, effectivement, de se poser des questions sur sa propre pratique en vue de l'améliorer. Si ça porte le nom de commission d'enquête, il va de soi que dans aucune constitution démocratique au monde, c'est l'exécutif qui s'auto-évalue, parce que entre l'auto-évaluation et l'autoprotection, il n'y a qu'un pas qui risquerait, dans l'opinion publique, d'être vite franchi. La Constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le rôle d'évaluation des politiques publiques appartient non pas à ceux qui conduisent les politiques publiques, mais au Parlement, et notamment au Sénat, libre, indépendant, non aligné, qui doit réunir tous les éléments d'information, puis qui utilise tous les moyens, prestation de serment, pouvoir d'investigation sur pièce, sur place, auditions auxquelles on est obligé de répondre et qui sont publiques. Ça, c'est notre pratique de l'exercice des pouvoirs du contrôle. Et c'est indépendant parce que l'on entend le gouvernement qui dit notre commission, elle sera indépendante. Est-ce que c'est sous-entendu que vous, votre commission, enfin la commission d'enquête du Parlement est politique? Notre commission, ma commission, elle est indépendante. C'est une drôle de phrase. C'est une drôle. Alors on va voir s'il l'assume. On va parler également de ce projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres pour l'après-état d'urgence qui va notamment permettre d'interdire pendant 4 mois certains rassemblements, certains accès aux transports qui vont être réglementés, fermeture de certains lieux. Est-ce que tout ça, pour vous, c'est justifié? C'est quand même des atteintes aux libertés publiques sur la longueur, sur 4 mois encore, après l'état d'urgence? Bon, il ne faut pas jouer sur les mots. Ou bien on prolonge l'état d'urgence parce que la situation sanitaire le justifie, ou bien on ne le prolonge pas. On n'est pas dans un entre-deux ni dans un en même temps. En réalité, le gouvernement, j'ai vu son texte, il est public depuis ce matin, il renvoie expressément aux dispositions de l'état d'urgence pour la liberté d'aller et venir, pour la fermeture éventuelle d'établissements qui reçoivent du public, pour l'organisation des transports collectifs, pour l'interdiction de certaines manifestations. Autrement dit, il nous dit ça n'est plus de l'état d'urgence. Moi, je lui réponds c'est quand même de l'état d'urgence. Alors, toute la question l'état d'urgence light, qui fera débat entre nous, ce sera d'assumer par leur nom les choses. Si l'on doit poursuivre l'état d'urgence, il faut que la situation sanitaire le justifie, et sinon on ne poursuit pas l'état d'urgence, mais on sait qu'on a le droit de le remettre en place par un simple décret du gouvernement du jour au lendemain. Donc nous allons travailler sur cette question, nous allons entendre les informations scientifiques sur l'état de l'épidémie et nous verrons bien à ce moment-là ce que nous déciderons, mais en tout cas nous prendrons une décision franche, pas dans un entre-deux. Très rapidement, tout cela intervient alors qu'il y a bien sûr les manifestations antiracistes actuellement, notamment l'affaire Adama Traoré qui a été ressuscitée par l'affaire George Floyd aux États-Unis. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a-t-elle eu pour vous raison de contacter la famille d'Adama Traoré pour échanger avec elle? Elle l'assume en tout cas. Il ne faut pas faire ça. Ce sont des justiciables qui sont en pleine discussion avec la justice. On ne doit pas choisir, quand on est garde des Sceaux, entre les justiciables. Et on ne doit pas se mêler du travail de la justice. On doit garantir son indépendance. Ça, c'est le rôle du garde des Sceaux. Bien, merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir, alors que nous sommes à quelques minutes des questions d'actualité, Loïc Hervé, sénateur UC de la Haute-Savoie. Loïc Hervé, bonjour. J'en parlais à l'instant avec Philippe Bas. On va sortir de l'état d'urgence le 10 juillet, mais il y a un nouveau projet de loi qui prépare l'après. Est-ce que c'est le retour de l'état d'urgence sur 4 mois? En tout cas, Philippe Bas estime que c'est une forme d'état d'urgence qu'il va y avoir encore par la suite. D'abord, la date du 10 juillet, c'est nous qui l'avons fixée au Sénat. Nous avons ramené cette date au 10 juillet. Oui, du 23 juillet au 10 juillet. Absolument. Et moi, je suis très heureux que cette date du 10 juillet soit confirmée. C'est important pour que nos compatriotes aient le sentiment que nous sortons de cette crise épidémique. Après, que le gouvernement prévoit des mesures de fin
de l'état d'urgence, je le comprends. Par contre, il est hors de question de prolonger trop longtemps des mesures qui s'apparentent à l'état d'urgence, sur un plan juridique comme sur un plan sanitaire, évidemment. Mais c'est une bonne nouvelle et je m'en réjouis. Est-ce que vous craignez donc, du coup, avec ce nouveau projet de loi présenté ce matin, une limitation de nos libertés publiques sur 4 points, une limitation qui peu à peu va envahir notre droit commun, déjà qu'elles sont dans les habitudes de certains Français? C'est pas le danger que je crains le plus. Évidemment, la limitation des libertés publiques a été considérable avec le confinement et vous savez que sur l'affaire Stop Covid, par exemple, j'ai été très mobilisé pour qu'on soit très vigilant et qu'on pose des jalons et des garanties très importantes. Il y a d'ailleurs oui, j'estime qu'il y a des difficultés qui ne sont toujours pas levées. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse rentrer dans le droit commun, dans le droit habituel, le droit qui est celui de la vie ordinaire, des mesures qui sont celles de l'état d'urgence. Alors c'est valable en matière de lutte contre le terrorisme, mais c'est valable aussi en matière sanitaire. Le droit français doit être un droit protecteur des libertés individuelles et c'est quelque chose à laquelle le Sénat est très attaché. Alors Loïc Hervé, également, vous allez tout à l'heure vous exprimer au nom de votre groupe sur le texte qui prépare le second tour des municipales, un texte qui prévoit éventuellement l'annulation du scrutin. On n'en est plus là. Il est très probable que les élections municipales aient lieu le 28 juin dans l'essentiel du territoire national. Et donc, nous avons pas grand-chose à faire avec ce texte puisqu'il sera sans doute vidé de l'essentiel de sa substance. Par contre, il reste quand même la question des élections des Français de l'étranger, les élections consulaires. Il y a 6 sénateurs, 12 en tout, mais 6 dans la série de 2020 qui sont élus sur la base de ce corps électoral, donc il y a un sujet, et puis il y a le sujet de la Guyane, où l'épidémie n'est pas encore totalement maîtrisée, donc il faudra qu'on ait quand même des mesures où si un nouveau cluster apparaît, nous aurons besoin évidemment d'y revenir. Loïc Hervé, parmi les sujets, il y a aussi le sujet du vote par procuration, le sujet du vote par correspondance. On voit sur le vote par procuration, il peut y avoir un accord avec l'exécutif, mais sur le vote par correspondance, c'est beaucoup plus compliqué. Alors sur le vote sur les procurations, il n'y a pas de problème, il faudra qu'on monte à 2 procurations par électeur. Et sur le vote par correspondance, c'est beaucoup trop tard pour mettre ça en place pour le 28 juin. Eh bien, merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, on prend la direction de l'hémicycle puisque la séance vient de commencer. Gérard Larcher est installé. Tout de suite, les questions d'actualité au gouvernement. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Maintenant, nous revenons à un format de 15 questions. Notre séance se déroule dans les conditions naturellement de respect des règles sanitaires, avec les mesures sanitaires de désinfection. Chacun veillera au respect des distances de sécurité. Les sorties, je le rappelle, pour les sénateurs devront s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Pour le gouvernement, par le devant. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat avec les questeurs. Le 22 juin, nous referons un point pour l'évolution du format dans lequel nous siégeons. Nous venons d'ailleurs d'échanger avec les présidents de groupe sur ce point il y a quelques minutes. La parole est à notre collègue, Madame la Présidente Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Elle a 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Bravant les distanciations physiques, des marées humaines déferlent dans le monde entier pour dire stop aux inégalités raciales. La mort de George Floyd, victime de violences policières, a fait se lever un vent planétaire pour dire que les vies noires comptent. Cette exigence trouve un écho puissant en France avec l'affaire Adama Traoré, pour qui vérité et justice sont exigées. L'impunité doit cesser. Depuis longtemps, les violences policières sont une préoccupation dans les quartiers populaires, mais il a fallu les répressions violentes des Gilets jaunes pour qu'elles soient partagées au niveau national. Les traitements discriminatoires existent au sein de la police comme au sein de la société, à la nuance près quand même, que les policiers sont détenteurs de l'autorité publique et de la violence légitime, que certains rendent illégitime. Dois-je ici rappeler toutes ces affaires sordides de violences policières sur fond de racisme? Certains ont été agressés. Théo hier, Gabriel aujourd'hui, d'autres y ont trouvé la mort, Zied et Bouna, Adama. Sans compter tous ceux usés de devoir justifier leur identité parfois plusieurs fois par jour. Monsieur le Premier ministre, quelle réponse structurelle
Comptez-vous apporter pour rompre définitivement avec ces pratiques racistes et d'une violence disproportionnée notée au sein de la police? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, je réponds bien volontiers à la question que vous posez, qui est une question qui est au fond au cœur du pacte républicain. Comment, dans une société démocratique et libre, peut-on faire prévaloir l'ordre public? Comment, dans une société démocratique, libre, construite sur l'idée d'universalité, de l'universalité de l'homme, des femmes et des hommes, c'est-à-dire leur profonde égalité, leur profonde en droit, leur profonde liberté, comment faire que cette part, pour le moins obscure, et j'allais dire presque éternelle, d'incompréhension, de peur, de stigmatisation de ce qui est différent, de ce qui n'est pas identique, comment faire pour la contenir et, dans toute la mesure du possible, pour la faire disparaître? Ce n'est pas une question simple, Madame la Présidente. Et si nous vivions dans un monde idéal et qu'il suffisait de proscrire, d'interdire le racisme, nous l'aurions déjà fait et les faits auraient déjà produit, la loi aurait déjà produit ses effets. Ça n'est pas le cas. Et donc la question que vous posez est sensible. J'ai un désaccord avec vous, je ne sais pas si j'ai un désaccord avec vous, Madame la Présidente, mais en tout cas, je ne crois pas, et je ne laisserai pas dire, car ça ne correspond pas à l'expérience que j'ai, que la police ou la gendarmerie serait, et c'est d'ailleurs pas ce que vous avez dit, Madame la Présidente, ce n'est pas ce que vous avez dit. Je le dis parce qu'il n'est pas impossible que ma réponse dépasse les murs de cette enceinte. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Je ne peux pas laisser dire, et je ne laisserai jamais dire, que la police ou la gendarmerie seraient des organisations, des institutions violentes ou racistes. Elles ne sont, je le dis, Madame la Présidente, ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. La police et la gendarmerie sont des institutions qui, à la différence de beaucoup d'autres, sont extrêmement contrôlées, placées sous l'œil vigilant des médias, de nos concitoyens, des organismes internes d'inspection et de contrôle. La police et la gendarmerie, ou plus exactement les policiers et les gendarmes, exercent des missions redoutablement difficiles, vous le savez. Vous le savez. Rester calme en toutes circonstances, appréhender des malfaiteurs, être exposé à un risque permanent du simple fait que l'on est dépositaire de l'autorité publique, bien souvent, du simple fait que l'on porte un uniforme. Et nous avons tous en tête des exemples nombreux de femmes et d'hommes, quels qu'ils soient, qui ont été attaqués et pris pour cible parce qu'ils portaient cet uniforme, qui fait leur fierté et qui est notre protection. Vous avez évoqué cette période particulière et au fond malheureuse, dite des Gilets jaunes. Et vous avez indiqué, Madame la Présidente, que cette période démontrerait à l'évidence démontrerait des violences, ou illustrerait, voilà, vous avez raison, illustrerait des violences policières. Cette période a été violente. Elle n'a pas été le fait de violences choisies et exercées par la police sur des manifestants pacifiques. Je vous le dis comme je le pense, comme je l'ai vécu, Madame la Présidente. Nous avons assisté dans cette période, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien entendu, mais nous avons assisté dans cette période à des mises en cause, à des insultes, à des crachats, à des violences incroyablement intenses à l'égard des policiers et des gendarmes. L'exercice du métier de policier et de gendarme dans la société dans laquelle nous vivons, et nous pouvons regretter que la société dans laquelle nous vivons soit brutale et violente, est difficile. Et je veux dire, Madame la Présidente, la confiance, l'estime, le respect absolu que j'ai pour les femmes et les hommes qui s'engagent pour protéger leurs concitoyens. Et c'est parce que j'ai cette estime, cette confiance, ce respect, que j'ai cette exigence, que vous partagez, j'en suis sûr. Mais cette exigence d'exemplarité,
qui dit qu'aucun acte raciste ne peut être toléré dans l'absolu, et peut-être encore moins lorsqu'il est le fait de quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique. Cette exigence doit être mise en œuvre. Je ne veux pas que le débat intense et délicat de la formation, de l'explication des missions de la police, de la définition des techniques les plus adaptées dans une société qui devient de plus en plus violente, je ne veux pas que ce débat soit comme confisqué par des prises de position théâtrales, par des raccourcis ou des amalgames que tous nous avons dénoncés et que nous devons tous continuer à dénoncer avec des situations qui se dérouleraient ailleurs. Je le dis comme je le pense. Nous devons être confiants, nous devions être respectueux, nous devons être exigeants vis-à-vis des femmes et des hommes qui font vivre la police nationale et la gendarmerie. Et c'est cette ligne, qui est une ligne d'équilibre, que je veux tenir. Mais je ne veux pas, Madame la Présidente, que la peur change de camp. Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend. Parce que si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion, et l'émotion est légitime, et elle est grande, et elle est partagée, mais si nous acceptons cette facilité, alors c'est un basculement de la République qui intervient. Et je vais vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, le basculement de la République, quand je vois cela, je me dis qu'il n'est pas si loin. Alors je vous propose, Madame la Présidente, d'être ensemble, exigeants, avec les femmes et les hommes qui composent la police nationale et la gendarmerie, et de ce point de vue-là, nous sommes d'accord, mais que nous leur disions, parce que ici, au Sénat, on est aussi une institution, parce que le Premier ministre, il est le chef du gouvernement, que nous leur disions aussi, vigoureusement, au-delà de cette exigence, notre confiance et notre respect. Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Premier ministre. J'entends bien, vous ne voulez pas que ce débat soit confisqué par des prises de position théâtrales, comme vous l'avez dit. Je peux partager, mais Monsieur le Premier ministre, pour ce faire, il faut aussi entendre et écouter un certain nombre de propositions qui sont émises par d'autres que votre force politique. Par exemple, le ministre de l'Intérieur a annoncé la fin de la clé d'étranglement, très bien. Mais il n'en demeure pas moins que le plaquage ventral reste autorisé, comme d'ailleurs l'usage du LBD 40 dont nous demandons l'interdiction. Les contrôles d'identité doivent être traçables. Mais si, il faut savoir parler de ça et il faut savoir écouter les propositions qui sont faites. Et j'entends souvent dans les couloirs des parlementaires me dire « Mais Madame la Présidente, vous avez raison, mais vous comprenez, le rapport de force, il est ainsi et ça ne pourrait pas être compris par tout le monde. » Je suis désolée. Mon groupe a fait un certain nombre de propositions sur l'interdiction des LBD 40, sur les contrôles d'identité abusifs, sur la réforme de l'IGPN sur laquelle il serait temps de se pencher, sur le rétablissement de la police de proximité. Conclure. Et je pense qu'il serait effectivement temps que nous ayons un débat serein et constructif pour répondre à la fois aux besoins des forces de police dans notre pays et aux besoins des populations dans les quartiers particulièrement. La parole est à notre collègue David Assouline pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre police et notre gendarmerie républicaine doivent garantir la paix civile et protéger nos libertés, notre égalité et notre fraternité. C'est une immense et noble tâche, accomplie dans des conditions de travail inacceptables et qui comportent des risques. Nous leur avons unanimement rendu hommage et on pense encore à Ahmed Merabé et à Arnaud Beltrame, à ces héros. Et c'est pour cela que c'est particulièrement insupportable quand en leur sein, certains, souvent protégés par le silence, véhiculent le poison du racisme. Le reconnaître sans le minimiser, ne jamais couvrir de tels propos ou actes, les punir promptement, sont une condition de la confiance à retrouver avec une grande partie de la jeunesse. C'est un impératif pour la dignité de la police elle-même et pour notre République. Tout commence, Monsieur le Premier ministre,
par arrêter avec le déni. Et un pas dans ce sens a été fait par le ministre de l'Intérieur et par vous-même encore tout à l'heure. Et nous nous en félicitons. Mais l'ambiguïté subsiste quand on entend encore M. Núñez parler à nouveau de quelques cas isolés. Nous craignons qu'une fois l'émotion passée, on en revienne à l'avant, comme souvent dans le passé. Bien entendu, je le répète, pas de faux débat. En France, la police comme institution n'est pas raciste. Mais le racisme et les discriminations n'y sont pas marginales et les victimes ne sont pas des exceptions, comme par exemple le quotidien du contrôle aux faciès. Que comptez-vous faire pour encourager la remontée de tous les faits répréhensibles, pour contrecarrer la loi du silence et faire passer la loi de la République, toujours, pour valoriser dans les formations et dans les carrières celles et ceux qui brillent par le respect des valeurs républicaines et de la dignité humaine, et au contraire que soient mis au banc ceux qui font l'apologie de la violence ou la pratiquent abusivement et qui font l'éloge de la haine raciste, antisémite et homophobe. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Assouline. Il n'y a pas de loi du silence. Il n'y a que la loi. Et la police, la gendarmerie, chaque jour, chaque nuit, au quotidien, s'engagent pour protéger et pour servir la loi. Ils le font avec honneur, ils le font avec dignité, ils le font avec un total sens de l'engagement. Et je vous le dis, et vous l'avez rappelé, il n'y a pas de violence dans la police, il n'y a pas de racisme policier, mais il existe des femmes, des hommes qui peuvent fauter. Et nous devons sur ce sujet être particulièrement exigeants, et je le suis. Et je le suis, Monsieur le Sénateur, parce que depuis 20 mois, j'ai l'honneur d'être le premier défenseur des flics de France. J'ai l'honneur d'être ce défenseur parce que je sais leur engagement. Je sais leur engagement quotidien, permanent, je sais leur sens de l'éthique collective. Et c'est parce que je suis le premier défenseur des flics de France que je porte, Monsieur le Sénateur, cette exigence d'exemplarité. Parce que quand on porte l'uniforme, on porte une parcelle de la République. Et quand on porte cette parcelle de la République, on se doit d'être exemplaire, on se doit d'agir dans l'éthique. Et c'est pour cela que j'ai rappelé un certain nombre de règles lundi, tout en réaffirmant mon engagement à leur côté. J'ai rappelé des règles qui sont des règles essentielles sur tous ces sujets. J'ai rappelé, Monsieur le Sénateur, les règles qui doivent prévaloir lors des contrôles d'identité. J'ai rappelé, Monsieur le Sénateur, l'exigence aussi que nous devons mener pour combattre tout acte de racisme. Et je l'ai dit, chaque soupçon, chaque fait, dès lors qu'une enquête établit qu'ils sont avérés, doit faire l'objet d'une sanction administrative immédiate. L'année dernière, 30 faits de racisme ont été signalés à l'IGPN et ont fait l'objet d'une enquête judiciaire. 8 ont été classés sans suite. 22 ont été transmis au procureur de la République. Dans ce cadre-là, Monsieur le Sénateur, je souhaite que dorénavant, dès lors qu'il y a transmission aux magistrats et qu'on a les éléments qui caractérisent une enquête qui mérite justement cela, il y ait une suspension administrative qui est une mesure de protection de l'ensemble de la police. Et ces mesures, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sont faites justement pour protéger l'honneur de nos policiers, l'honneur de nos gendarmes, et je sais qu'ils sont pleinement engagés en cela. Merci. La parole est à notre collègue Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants. Enseignement supérieur. À l'heure où la crise sanitaire a entraîné la fermeture de nombreuses frontières dans le monde entier, la plupart des étudiants ont dû renoncer à leur séjour à l'étranger. Pourtant, en ce mois de juin, les inscriptions sont en cours de finalisation et l'avenir des échanges internationaux reste incertain pour les étudiants et leurs établissements d'accueil. De nombreuses écoles de formation supérieure prévoient dans les cursus un stage ou une année de séjour à l'étranger. Mais les étudiants français font face à de nombreuses restrictions sur les visas, en particulier aux États-Unis, ou bien se voient proposer des stages en visioconférence. Dans le cadre du programme Erasmus, certains étudiants ont dû écourter ou annuler pour 25% leur séjour. À l'inverse, se pose la question de l'attractivité de la France à l'égard des étudiants internationaux. Pour certaines grandes écoles, telles qu'HEC ou Sciences Po, ils représentent près de 50% des effectifs. Or, la France est passée de la 4e destination étudiante à la 5e derrière l'Allemagne. Le programme Bienvenue en France, qui poursuit l'objectif ambitieux d'accueillir 500 000 étudiants étrangers en 2027, risque malheureusement d'être mis à mal.
De nombreux chantiers sont encore à engager. Je pense aux conditions de logement que la période de confinement a mises en évidence. Nous ne pouvons laisser se profiler une année blanche de la mobilité. Les échanges internationaux d'étudiants sont un déterminant important pour notre économie, à la fois gage de dynamisme intellectuel, source d'innovation et de richesse culturelle. Il s'agit donc aujourd'hui de rassurer les candidats internationaux. Alors, Madame la Ministre, quel dispositif comptez-vous mettre en place afin de lever toutes les contraintes actuelles pour pouvoir accueillir les étudiants internationaux dans les meilleures conditions? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mello, vous avez raison, la préoccupation est mondiale et la mobilité, qu'il s'agisse de celle des étudiants ou de l'ensemble des citoyens du monde, est en ce moment évidemment empêchée à cause de la pandémie que nous vivons. Néanmoins, les écoles, les établissements se sont mobilisés pour pouvoir proposer à la rentrée un certain nombre de dispositifs qui pourront maintenir la capacité à s'inscrire et la capacité à se déplacer partout dans le monde dès que ce sera possible. J'en veux pour preuve l'organisation au travers des unités européennes, des universités européennes à l'intérieur de l'espace Schengen qui vont permettre de maintenir des échanges dès que les conditions sanitaires permettront à nouveau les mobilités. J'en veux pour preuve aussi l'engagement des partenariats internationaux des universités et des écoles de manière à pouvoir déployer les formations à distance. Avec le Premier ministre, nous avons décidé d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir la production de formations à distance, de manière à ce que les enseignements puissent commencer partout dans le monde et être dispensés par nos établissements partout dans le monde, le temps que les trajets physiques puissent se remettre en place. C'est aussi évidemment un travail avec les postes, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'ouverture de lieux d'accueil pour les étudiants qui n'ont pas tous les moyens de se connecter dans les lieux où ils habitent, de manière à ce que nous puissions préserver l'attractivité de la France et des formations françaises auprès des étudiants internationaux. Le plan Bienvenue en France nous a déjà permis l'an dernier d'augmenter de 4% le nombre d'étudiants internationaux que nous avons accueillis sur l'année 2019-2020. Et bien sûr, l'ensemble des établissements et mon ministère sont mobilisés pour que nous puissions progresser encore et gagner notre place. Je vous remercie. Merci, Madame Vidal. Quelques secondes, non ? Vous avez 8 secondes. Pour remercier Madame la Ministre et dire qu'il faut un élan pour la mobilité de la jeunesse. C'est indispensable. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, je vous ai entendu parler d'écroulement. Et ce terme, moi, ne m'avait pas choqué. Vous parliez alors d'un écroulement économique et social. Aujourd'hui, la menace qui est devant nous, c'est celle d'un écroulement civique. Comment, en quelques jours, avez-vous pu laisser l'État autant reculer? Des manifestations interdites autorisées, mais surtout, des minorités agissantes qui, sous prétexte de l'antiracisme, veulent propager la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre, veulent fracturer notre modèle républicain. Quand une garde des Sceaux s'immisce dans une affaire privée, alors qu'elle doit être le garant de l'indépendance de la justice, c'est évidemment l'état de droit qui est fragilisé. Quand, en retour de cette invitation imprudente, elle reçoit un camouflet calculé, c'est toute la République qui est humiliée. Quand votre ministre de l'Intérieur déclare que l'émotion doit dépasser la règle de droit, c'est ici, mes chers collègues, que nous votons la loi. C'est évidemment là aussi une fragilisation de l'état de droit. C'est la porte ouverte à la loi de la jungle. Et c'est aussi la possibilité compromise demain de la concorde civile. Et quand le même ministre fait cette trouvaille, cette acrobatie sémantique de préjugés avérés, qui va livrer nos policiers, nos gendarmes à la présomption de culpabilité, c'est évidemment la présomption d'innocence qui est défigurée. Alors oui, nous devons être intraitables avec et contre le racisme. Vous avez raison.
mais sans tomber dans les pièges de ceux qui nous tentent, qui veulent communautariser la France, qui veulent désigner notre pays comme éternellement coupable. Monsieur le Premier ministre, les policiers et les gendarmes sont notre bouclier. Vous ne pouvez pas nous dire ici, avec des proclamations de respect et d'estime, qu'ils sont effectivement, pour nous, une protection. Vous devez leur prouver, reprenez-vous à votre compte l'expression du ministre de l'Intérieur, reprenez-vous à votre compte l'initiative de votre garde des Sceaux. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, je connais votre maîtrise du langage, et d'ailleurs, elle est souvent admirée. C'est la raison pour laquelle, vous sachant précis, je suis surpris par un certain nombre des expressions que vous avez utilisées dans votre question et que j'ai essayé de noter pour ne pas m'exposer à la même critique que celle que je pourrais éventuellement formuler. Vous avez dit, Monsieur le Président Retailleau, que la garde des Sceaux avait voulu s'immiscer dans une affaire privée. Il n'en est rien, Monsieur le Président Retailleau. Le fait que le ministre de la Justice propose de recevoir, vous allez me dire que non pas la famille, mais le comité qui s'est constitué, que je ne connais pas, enfin qui existe, pour avoir un échange sur où nous en sommes, sur des faits qui sont anciens, vous le savez, sur une instruction qui est lente. Vous le déplorez, comme moi, ne constitue pas une immixtion dans la procédure. En aucune façon. En aucune façon. Il est vrai que si, à l'invitation d'un membre de la famille, la garde des Sceaux donnait une instruction individuelle, alors nous serions dans quelque chose qui n'est pas légal. Et il ne vous a pas échappé que la garde des Sceaux avait, à juste titre, indiqué qu'il n'en était pas question, qu'il ne saurait en être question. Je crois donc, Monsieur le Président Retailleau, qu'en vous plaçant sur ce terrain, vous ne décrivez pas réellement la position de la garde des Sceaux, son expression et la volonté qu'elle a affirmée. De la même façon, vous faites le reproche au ministre de l'Intérieur de ce que, en évoquant dans une interview le concept dont je reconnais volontiers qu'il peut avoir la forme d'un oxymore, de soupçon avéré. Bon, dans une interview, on répond. On se placerait en dehors des règles de la République. Mais, Monsieur le Président Retailleau, si vous pensez vraiment cela, alors je crains, et je sais que ce n'est pas vrai, que vous ignoriez la pratique administrative actuelle. Car que se passe-t-il, Monsieur le Président Retailleau, quand des faits qui n'ont pas donné lieu à une déclaration de culpabilité sont susceptibles de troubler l'exercice du service public? L'autorité administrative peut, et souvent doit, prendre des mesures avant la déclaration de culpabilité, des mesures de suspension par exemple. Ça n'est en rien une méconnaissance de la présomption d'innocence que vous semblez déplorer. C'est de bonne administration. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui l'a inventé. C'est la pratique constante, Monsieur le Président Retailleau, dans l'administration. Et c'est une bonne pratique. Et je l'assume. Car lorsque des faits, encore une fois, sans que la justice n'ait pu déterminer si les auteurs présumés sont coupables, lorsque des faits sont de nature à créer une telle impossibilité d'exercer sereinement le service public, alors l'autorité administrative est dans son droit lorsqu'elle suspend les agents. C'est ça qu'a voulu dire le ministre de l'Intérieur. Il a parfaitement bien fait. Et puisque vous et moi nous sommes attachés à la République, je préférerais que vous comme moi, nous expliquions cela. Parce que ça n'est pas simple, c'est vrai, mais que nous expliquions cela à nos concitoyens, qui le comprennent parfaitement, plutôt que de feindre un autre sens à ce qui a été dit. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. La parole maintenant à notre collègue Denise Saint-Pé pour le groupe Union centriste. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État au transport. Monsieur le ministre, alors que la crise économique succède à la crise sanitaire, l'État doit répondre présent en soutenant les entreprises. À ce titre, je salue le prêt de 7 milliards d'euros accordé à Air France. Cette aide est significative, mais aussi nécessaire, afin que l'entreprise puisse affronter les difficultés financières du secteur, tout en répondant à ces enjeux environnementaux plus que jamais incontournables. Mais Air France ne doit pas oublier que ce secours lui est apporté parce que l'entreprise répond à une obligation de service public en offrant une desserte entre la capitale et les territoires ruraux ou ultramarins. Or, dans ces départements, je constate que la participation à l'aménagement du territoire attendue n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas normal, par exemple, qu'au mois de juin, les Pyrénées-Atlantiques ne bénéficient que de 2 vols quotidiens Biarritz-Paris ou pire encore, de 2 vols hebdomadaires pour Pau-Paris, voyage qui requiert autrement 5 heures de train. Je regrette donc que malgré les sollicitations répétées des parlementaires, Air France n'ait pas augmenté la cadence des vols desservant ces territoires enclavés ou éloignés. Ceux-ci ont pourtant cruellement besoin de liaisons aériennes plus fréquentes dans le cadre de la reprise économique. En effet, comme l'a clairement établi la mission d'information du Sénat sur le rôle du transport aérien dans l'aménagement du territoire, certaines lignes sont vitales pour assurer le désenclavement. Monsieur le ministre, je ne peux pas croire que l'État tolère cette situation. Aussi, pouvez-vous me dire comment il compte agir en tant qu'actionnaire d'Air France et après l'effort consenti pour sauver cette entreprise, pour l'amener à desservir dignement ces territoires qu'elle semble délaisser? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des transports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Merci pour votre question qui me permet de revenir sur la reprise du transport aérien. Durant le confinement, vous le savez, les restrictions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont impliqué une réduction de 95% des vols et la reprise du trafic intérieur reprend progressivement ou s'organise progressivement plutôt depuis le 2 juin grâce notamment à la levée de la restriction de la règle des 100 km. La majorité des aéroports réouvriront aux vols commerciaux d'ici à l'été. À date, l'offre s'établit à environ 20% du trafic habituel, avec une augmentation progressive, 35% en juillet, environ 40% en août, grâce notamment à la réouverture de l'aéroport de Paris-Orly prévue pour le 26 juin prochain. Nous avons bien évidemment une attention particulière sur les lignes d'aménagement du territoire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans nos débats. Concernant plus spécifiquement la situation de Pau, je tiens d'abord à vous rappeler qu'il s'agit là d'une ligne commerciale et non pas d'une ligne soumise à obligation de service public. Et plusieurs compagnies opèrent des vols depuis cet aéroport en fonction de la demande. Air France, vous l'avez dit, qui a prévu de reprendre avec 2 vols par semaine d'ici à fin juin, puis 200 vols sur le mois de juillet à destination de Paris, à la fois Orly et Roissy. Et ASL Airlines, qui a quant à elle annoncé la mise en place de 4 liaisons hebdomadaires vers Paris. Concernant Air France, vous savez que la compagnie est actuellement en train de préparer un plan de restructuration de l'offre commerciale, et le gouvernement sera vigilant à que ce plan ne se fasse pas au détriment des territoires. J'ai d'ailleurs demandé à la direction d'Air France d'entamer très rapidement une concertation approfondie avec les élus concernés. La parole est à notre collègue Bernard Buis pour le groupe de La République En Marche. Levez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, la crise sanitaire que nous traversons a et aura un impact évident sur les ressources et les dépenses des collectivités locales, notamment sur les investissements de celles-ci, ce que souligne et regrette déjà le monde économique de nos territoires. C'est pourquoi il est indispensable d'accompagner et de soutenir les investissements des collectivités territoriales qui représentent, rappelons-le, 70% de l'investissement public civil. Le gouvernement et vous-même, Madame la ministre, qui connaissez particulièrement bien les contraintes des petites communes, avez entendu cet appel en lançant des mesures d'urgence en direction des collectivités territoriales. Le 3e projet de loi de finances rectificative de l'année, présenté ce matin, précise ce soutien inédit de l'État vis-à-vis des mécanismes et des garanties.
À ce titre, nous saluons le renforcement de l'enveloppe de la dotation de soutien à l'investissement local d'1 milliard d'euros, si utile pour le financement des projets des petites communes. Par ailleurs, une circulaire a été adressée au préfet il y a un mois pour proposer des souplesses dans l'utilisation des crédits d'investissement déjà mobilisés. Madame la ministre, compte tenu de l'ampleur de la crise économique qui touche les collectivités, ces mesures appellent à des précisions sur la façon dont le gouvernement entend encourager et soutenir les investissements des collectivités. Sur les projets d'investissement en cours, comment les reliquats de crédit pourront-ils être réalloués sur d'autres projets et comment pourront être réaffectées les attributions de subventions? Plus encore, les collectivités territoriales se demandent quel sera l'engagement du gouvernement sur la durée. Pourront-elles compter sur ce soutien non seulement pour 2020, mais aussi pour 2021, qui sera, n'en doutons pas, très difficile également compte tenu de la structure des recettes pour certaines collectivités. Merci Madame la Ministre pour ces réponses qui sont attendues, je le sais, par les élus qui doivent gérer un exécutif local. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, des Relations avec les collectivités. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Sénateur. Comme vous le rappelez vous-même, les collectivités territoriales portent la majeure partie de l'investissement public et constituent donc un partenaire très important pour les entreprises puisque leur investissement est un levier pour le développement des entreprises et notamment dans le bâtiment et les travaux publics, nous le savons tous. La réussite de la relance de l'économie, comme vous le dites vous-même, passera donc aussi par les collectivités territoriales et il est donc très important que les collectivités territoriales aient les moyens d'investir. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé il y a 10 jours que la dotation de soutien à l'investissement local, la fameuse DSIL, serait abondée d'1 milliard d'euros dès 2020 et c'est donc inscrit dans le PLFR 3. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a déjà 2 millions d'euros d'inscrits dans le PLF pour cette année entre la DETR et la DSIL existence. Mais j'insiste sur le calendrier. Nous avons voulu l'inscrire dans le PLFR 3 pour que les équipes qui viennent d'être mises en place ou qui vont se mettre en place après le 28 juin aient les moyens d'agir et savent qu'ils ont des moyens de pouvoir investir. Bien entendu, je vous précise que les crédits qui n'auront pas pu être engagés en 2020 pourront être exceptionnellement reportés sur 2021. Vous m'interrogez également sur la possibilité de réallouer des reliquats de crédits utilisés sur d'autres projets. En effet, j'ai donné instruction au préfet de veiller à ce qu'il y ait des souplesses dans la gestion cette année de la DETR, puisqu'on sait que, par exemple, certains dossiers ont été arrêtés ou même stoppés provisoirement. Et donc, il faut qu'une commune qui aurait bénéficié de DETR en février pour un projet qui finalement ne verrait pas le jour, eh bien, puisse être déplacée sur un autre projet et que la subvention demeure dans la commune. C'est une souplesse dans l'exécution, bien sûr, des crédits qui répond, je crois, aux besoins des élus à la suite de la crise du Covid. Enfin, vous avez dit que vous espériez que ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, nous aurons d'autres budgets, notamment le PLF pour 2021 et nous continuerons bien sûr à veiller à accompagner les collectivités territoriales. Merci. La parole est maintenant notre collègue Éric Jean-Sanetas pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Mon cher Bernard, ma question s'inscrit un peu dans la continuité et elle s'adresse au ministre, à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont été, tout le monde l'a constaté sur l'ensemble de ces bancs, en première ligne également pour réagir face à la pandémie qui nous a frappés, qui nous frappe encore. Elles se sont d'un côté vues amputées d'une grande partie de leurs recettes tout en engageant des dépenses exceptionnelles liées à la gestion de la crise. Ce matin était donc présenté au Conseil des ministres le 3e projet de loi de finances rectificatif dans lequel figurent des mesures d'urgence pour les collectivités. Et la mission qui a été menée par notre collègue de l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, a estimé à environ 7,5 milliards d'euros les pertes de recettes des collectivités, réparties pour les communes à 3,2 milliards, 3,4 milliards pour les départements et 0,9 milliards pour les régions. Vous nous proposez des outils intéressants pour aider les collectivités, clause de sauvegarde, que nous espérons conforme au principe de péréquation, soutien aux trésoreries, mais il me semble qu'on peut s'interroger sur le montant des aides proposées. Pour les communes,
Les aides financières s'élèvent, si je comprends bien, à 1,75 milliard d'euros, alors que l'estimation des pertes retenues par le gouvernement est de 3,2 milliards. L'Association des maires de France considère pour sa part que les pertes et les dépenses engagées s'élèveraient à 5 milliards, dont 2,2 milliards de recettes tarifaires, c'est-à-dire les revenus liés à la restauration scolaire, les transports, les crèches, les piscines. Celles-ci seront-elles compensées par l'État? Pour ce qui est des départements, une aide plus conséquente est annoncée, 2,7 milliards d'euros. Celle-ci permettra-t-elle de compenser intégralement les dépenses sociales engagées pendant la crise? Et enfin, aucune annonce n'a été faite pour les régions, au grand mécontentement des présidents qui estimaient dans une tribune du Monde du 28 à 1,7 milliard d'euros les dépenses exceptionnelles engagées et appelaient l'État à leur donner des garanties afin de renforcer leurs responsabilités. Madame la ministre, j'ai bien conscience que plusieurs questions figurent dans ma question, mais je peux la résumer de la manière suivante. Quels critères avez-vous retenus pour arbitrer la répartition des moyens entre les différents blocs? Et pouvez-vous garantir que l'aide de l'État sera suffisante pour qu'aucune collectivité ne soit laissée en difficulté? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Vous avez la parole. Merci, monsieur le sénateur. Je vais vous répondre précisément. Effectivement, il a été décidé en PLFR 3, après un travail important fait par Jean-René Cazeneuve, d'abord, s'agissant des communes et des intercommunalités, de bénéficier en 2020 d'une clause de sauvegarde sur leurs recettes fiscales et domaniales intégralement financées par l'État. Le périmètre retenu est large. Il s'agit de l'intégralité des recettes fiscales de toutes les redevances et de toutes les redevances d'utilisation du domaine. Pour vous donner un exemple concret, comment ça va se passer? En 2020, si les recettes d'une commune sont inférieures à la moyenne des 3 derniers exercices, 2017, 2018, 2019, l'État versera une dotation permettant de garantir ce niveau. Aucun critère, aucune démarche ne viendra limiter l'activation de ce filet de solidarité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte par rapport à la richesse, etc. Toutes les communes qui seront dans cette situation pourront en bénéficier et c'est 1,7 milliard de coûts. Concernant les départements, c'est une avance de trésorerie qui est faite pour environ 2,7 milliards, comme l'avait demandé l'ADF, notamment à cause de la baisse des MTO. En parallèle, nous engageons aussi des discussions avec les départements, notamment dans le cadre des politiques sociales qui vont être développées. C'est Olivier Véran qui a des projets de loi sur grand âge et autonomie. Et bien sûr, nous discuterons politique sociale et financement. Sur les régions, le calendrier est un peu différent car la loi prévoit déjà des mécanismes de garantie sur les recettes 2020 qui conduiront à l'État à compenser environ 500 millions aux régions, en particulier en ce qui concerne la baisse de la TVA. Mais bien sûr, je voulais vous dire que nous discutons avec la région et j'ai un dialogue avec les régions et j'ai fait des bilatérales avec tous les présidents de région pour parler financement et aussi contrat de plan État-région et nous avons des dialogues très constructifs. La parole est maintenant à notre collègue Alain Houpert pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la secrétaire d'État, le 27 mai dernier, soit une semaine après la publication par The Lancet d'une étude sur l'usage de l'hydroxychloroquine, votre ministère a interdit l'usage dans le traitement du Covid-19. Cette interdiction faisait suite au décret du 25 mars qui défendait aux patients, aux médecins libéraux, de prescrire cette molécule à leurs patients. On sait ce qu'il est advenu de cette étude qui a été désavouée d'abord par les éditeurs du Lancet et ensuite par 3 de ses 4 auteurs. Cette étude était en réalité une vaste farce dont les scientifiques, les soignants, les patients et votre gouvernement en ont été les dindons. C'est triste. On me rétorquera que d'autres études n'ont pas pu démontrer l'efficacité de cette molécule, mais la vérité est que les protocoles mis en concurrence sont tellement divergents qu'il est impossible d'affirmer aujourd'hui que cette molécule est efficace ou pas, même s'il semble que les patients traités dès leur dépistage et dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation s'en sortent majoritairement mieux. Une chose est absolument certaine en revanche,
Seuls les médecins sont aptes à prescrire le protocole qui leur semble le mieux convenir à leurs patients. Votre gouvernement a peut-être un goût certain pour les ordonnances. Moi, je préfère celles qui portent un caducée. Ma question est simple, Madame la secrétaire d'État. Ne serait-il pas temps de reconnaître qu'il y a eu de l'emballement dans cette affaire et de redonner aux médecins la liberté de prescrire? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Houpert, la mise en avant des mécanismes d'action de l'hydroxychloroquine a légitimement soulevé beaucoup d'espoir ces dernières semaines, et ce au plus fort de la période épidémique que nous venons de vivre. De nombreux travaux de recherche, vous en avez cité quelques-uns, ont été menés pour tenter d'analyser son efficacité et son innocuité dans le traitement de la maladie Covid-19. Le ministre et l'ensemble du gouvernement ont été transparents. Tous les efforts ont été mis en place afin de trouver des réponses rigoureuses et scientifiques à ces questions. À ce jour, les travaux de recherche menés n'ont pas réussi à démontrer, avec un niveau de preuve suffisant, l'efficacité de l'hydroxychloroquine chez les malades hospitalisés ou dans les formes les plus simples. Par ailleurs, de nombreuses études ont montré des effets secondaires connus et renforcés dans certaines associations médicamenteuses. 2 travaux scientifiques issus d'auteurs similaires ont dû être retirés en raison de questions sur l'intégrité scientifique de ces travaux, et nous le déplorons. Néanmoins, l'ensemble des études rassemblées à ce jour sur la question de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement de la maladie Covid ne justifie pas son utilisation en pratique courante. Compte tenu de la décroissance progressive de l'épidémie, cette question devient aujourd'hui moins urgente et certaines études se poursuivent encore actuellement. Enfin, concernant la liberté de prescription, cette liberté n'a jamais été entravée. Je rappelle que la liberté de prescription n'a jamais été totale. L'Ordre des médecins l'a encore rappelé récemment. L'article 8 du Code de déontologie médicale précise que le médecin est libre de ses prescriptions dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Martial Bourquin pour le groupe socialiste et républicain. Oh, pardonnez-moi. Mon cher collègue, Monsieur Houpert bénéficié de plus de 20 secondes. Pardonnez-moi. Madame la secrétaire d'État, je suis parlementaire, mais je suis aussi médecin. Et s'élever, c'est quelquefois s'éloigner des certitudes et s'interroger. Et il y a des chiffres incontestables quant aux certitudes, et ces chiffres sont ceux de votre ministère. Alors qu'on hospitalise les gens pour les mêmes raisons en France, le taux de décès chez les personnes hospitalisées est de 3,1% à Marseille et de 17,2% au niveau national. Voilà qui devrait à tout le moins vous interroger, Madame la secrétaire d'État. Merci. La parole, cette fois-ci, est vraiment à Martial Bourquin pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministère de l'Économie et des Finances, au ministre, pour dire que l'industrie française est en grave difficulté. L'entreprise Luxfer produisait des bouteilles d'oxygène. L'entreprise Famar, de la chloroquine. Péter Surgical, des sondes Montin pour les intubations. La sucrerie de Toury, en Eure-et-Loire, du sucre et de l'alcool nécessaire au gel hydroalcoolique. Mais il y a aussi l'entreprise Peugeot-Japy, à Valentinier, qui a été brutalement fermée hier. Il y a aussi General Electric qui vient de connaître 40 000 heures de travail délocalisées en Chine. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan. Pas seulement pour cause de Covid, pas seulement, mais parfois ça peut même être un prétexte. Alors aujourd'hui, ces entreprises sont fermées, menacées de fermeture. Et vous semblez, Monsieur le Ministre, avoir peur de la seule solution, parfois, la prise de participation de l'État, voire même la nationalisation. Monsieur le Ministre, au début de la crise sanitaire, nous avons découvert que la France, 6e puissance économique mondiale, était incapable de produire sur son territoire des masques, des combinaisons de protection, des tests biologiques, du gel hydroalcoolique, des respirateurs, des médicaments. Jérôme Fourquet disait « Les Français sont tombés de haut, de très haut,
de très haut. Monsieur le ministre, ma question est simple. À quand une véritable politique industrielle pour la France? Il n'y a pas de grande nation s'il n'y a pas un socle industriel puissant. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bourquin. Je veux d'abord saluer justement la mobilisation de l'industrie pendant cette crise parce qu'effectivement, face à une difficulté d'approvisionnement en respirateurs, en masques, en gel hydroalcoolique, en un mois, et nous parlons même parfois de surcapacité sur certains de ces objets, l'industrie française a prouvé qu'elle était capable de se mobiliser et de répondre à l'appel. Et donc c'est plutôt le signal d'une grande vivacité et d'une grande capacité de réaction et de développement économique. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je me réjouis de votre enthousiasme pour la politique industrielle. C'est un enthousiasme que je partage. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas de grande économie sans grande industrie. Et c'est pour cela que ce gouvernement, depuis 3 ans, il n'a pas attendu la crise du Covid-19, s'est mobilisé au service de l'industrie pour construire une politique industrielle. Une politique industrielle dans le domaine de la santé, avec le Conseil stratégique des industries de santé, pour arrêter des années de départ de sites et la division par 2 de nos parts de marché au plan international entre 2008 et 2018. Et ça, ce sont les faits. Une politique industrielle qui a créé de l'emploi industriel alors qu'entre 2000 et 2016, ceci avait été systématiquement supprimé année après année. Et une politique industrielle qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs étrangers s'intéressent à la France comme endroit pour investir, puisque nous sommes toujours la première destination pour les projets industriels soutenus par des partenaires étrangers. Ce sont les résultats qui viennent d'être publiés par le cabinet Ernst & Young. Donc, sur ces bases-là, nous devons continuer cette politique. Continuer cette politique, c'est la politique de relocalisation qui est en lien avec le plan automobile. 1 milliard d'euros d'investissement au service de la relocalisation, de la chaîne de traction électrique, de la batterie électrique. Une politique industrielle au service de l'aéronautique, nous venons de l'annoncer hier. Une politique industrielle au service de la santé. Et nous aurons de beaux projets à vous présenter dans les prochains jours. Quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la Chine ne peut pas être l'usine du monde. Il faut que nous ayons une volonté de produire dans notre pays. Et à force de tout expliquer, à force d'avoir accepté les délocalisations, on s'est aperçu, durant cette crise très difficile, que la France pouvait devenir une nation de seconde zone. Et ça, il n'y a rien de pire. Il est temps de réagir et faisons en sorte qu'avec les collectivités locales, nous ayons avec le CIRI, à chaque fois qu'une entreprise est en difficulté, on veille à ce qu'elle reste sur notre territoire. Nous avons besoin d'emplois industriels, nous avons besoin d'emplois tout court, nous avons besoin d'une France industrielle, une France de producteurs, pas seulement de consommateurs. Bénéficiant d'un temps, je voudrais saluer Martial Bourquin qui va quitter le Sénat pour rejoindre sa commune d'Audincourt, qui a bien de la chance de le retrouver. Je voudrais saluer son engagement pour le Sénat et notamment sa persévérance sur les questions industrielles et d'emploi. La parole est à notre collègue Claudine Thomas pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, cette année, 658 000 lycéens attendaient le verdict de Parcoursup. Dès leurs premiers résultats connus, les plaintes se sont multipliées, rappelant les nombreux ratés qu'avait déjà connus ce dispositif l'année dernière. Les améliorations promises par votre ministère ne sont manifestement pas au rendez-vous. Pour tenter d'accepter ce qui apparaît comme arbitraire, il faudrait au moins avoir des éléments pour comprendre les critères de sélection. Mais rien n'est plus opaque que la façon dont l'interface prend ses décisions. De nombreux lycéens, malgré un très bon dossier, se retrouvent aujourd'hui sur liste d'attente ou refusés dans toutes les facultés où ils avaient candidaté.
Parcoursup avait pourtant été mis en place pour permettre un système plus juste. Or, dans certaines universités, la sélection passe encore par une forme de tirage au sort, sans doute plus technologique, mais tout aussi injuste. Ces dernières, incapables de traiter correctement et individuellement les dossiers, ont mis en place des algorithmes pour classer et évaluer les candidats. Cela, en plus de pénaliser des lycéens méritants, conduit à standardiser le profil des candidats. Les conclusions de la Cour des comptes dans son rapport de février 2020 vont dans le même sens. La Cour a, en effet, souligné le manque de transparence, l'aspect uniforme des dossiers, l'automatisation croissante du système. Elle note également que la motivation des élèves n'est pas prise en compte et conclut que les performances de Parcoursup ne sont pas meilleures que celles de l'antique système APB. Votre gouvernement avait affiché sa volonté de remettre de l'humain dans le système de l'orientation et de l'inscription à l'université. La réalité est malheureusement tout autre. Madame la ministre, qu'envisagez-vous de faire pour remédier à cette situation d'injustice criante? La parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Thomas. Je pense qu'une partie de votre question décrit en fait l'ancien système. Je ne peux pas vous laisser dire, au regard du travail qui est mené dans l'ensemble des établissements du secondaire pour accompagner et orienter les lycéens, ce qui ne se faisait pas à l'époque d'APB, à l'égard du travail qui est mené dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur pour regarder les dossiers, pour faire des propositions, ce qui n'existait pas au temps d'APB, que le système que nous avons mis en place est un système inhumain et un système fondé sur des algorithmes. Ce serait mépriser l'ensemble du travail mené par les professeurs, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. Alors, Madame la sénatrice, cette année, c'est 2% de vœux supplémentaires qui ont été exprimés par les lycéens malgré la période de confinement. C'est un accompagnement exceptionnel malgré la période de confinement. C'est à l'heure où nous nous parlons, plus de 8 lycéens sur 10 qui ont eu des propositions d'admission qui correspondaient à leur choix. C'est une procédure complémentaire qui va démarrer le 16 juin, plus tôt que les années précédentes, pour que là encore nous puissions mieux accompagner les candidats avant même l'obtention de leur baccalauréat. Alors oui, Madame la sénatrice, je l'ai toujours dit, ce dispositif a vocation à s'améliorer en permanence parce que c'est un dispositif qui est profondément humain, qui est profondément porté par une communauté universitaire et qui est profondément plébiscité par les parents comme par les étudiants. Mais il y a encore parfois des difficultés et bien sûr, nous travaillons à les résoudre chaque jour. J'en veux pour exemple le fait que nous ayons 20% de boursiers en plus. J'en veux pour exemple que la procédure ait permis de créer plus de 900 places dans les IUT de régions parisiennes et notamment aussi en Seine-et-Marne. J'en veux pour preuve que grâce au rapport du sénateur Lafont, le fait que l'Île-de-France soit maintenant considérée comme une académie et permis une meilleure mobilité sociale. Donc oui, Madame la sénatrice, nous progressons, nous améliorons chaque année et nous sommes très fiers de ce dispositif. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Marie Janssen pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues sénateurs, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre avait annoncé hier un plan de relance pour l'aéronautique à hauteur de 15 milliards d'euros. Du point de vue financier, cette annonce répond à très forte inquiétude d'un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Je tiens à saluer la réactivité du gouvernement sur ce sujet capital. Cette enveloppe est conséquente, c'est vrai, mais elle doit surtout être efficace pour préserver l'emploi dans nos territoires. Vendredi dernier, l'entreprise Daher, spécialisée dans l'équipement aéronautique, annonçait un plan de restructuration concernant ces deux sites de Montrichard et Saint-Julien-de-Chédon dans mon département de Loir-et-Cher. Avec une baisse de 43% de son chiffre d'affaires. Depuis le début de l'année, l'entreprise connaît de graves difficultés qui menacent fortement les 800 emplois locaux de Daher en Loir-et-Cher.
Soutenir et relancer la filière aéronautique commence par sécuriser les investissements industriels du secteur et l'emploi local. Ceci pour toutes les entreprises du secteur aéronautique, depuis les équipementiers jusqu'aux compagnies aériennes. Il est essentiel de donner à des entreprises comme Daher de la visibilité et des éléments concrets de soutien pour les aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix stratégiques et à ne pas s'engager dans une restructuration trop lourde sur le plan de l'emploi. Ainsi, pouvez-vous nous détailler les modalités de ce plan de relance et nous garantir que la priorité sera la préservation de l'emploi pour Daher comme pour les entreprises du secteur aéronautique? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Janssens. Vous avez raison, la filière aéronautique, c'est 300 000 emplois, pas seulement ces grandes entreprises que nous connaissons tous, Airbus, Safran, Thales, mais c'est également 1200 entreprises qui constituent le tissu de la sous-traitance et qui permet à la France d'être le seul pays, avec les États-Unis, à pouvoir construire un avion de A à Z. Cette filière aéronautique est un fleuron de notre industrie. Nous devons la protéger, pas la protéger en empêchant des restructurations nécessaires dans un marché qui a disparu. Vous savez comme moi que les carnets de commandes sont aujourd'hui à zéro dans un contexte où l'aviation commerciale est clouée au sol. Mais accompagner cette industrie pour que demain, face à la concurrence américaine et la concurrence chinoise, elle soit au rendez-vous et puisse rebondir, non seulement en gardant sa position de leader, mais aussi en inventant les motorisations nouvelles, celles qui seront beaucoup plus économes en carbone, beaucoup moins émettrices. Et c'est tout le pari technologique que nous faisons avec l'appui de l'ensemble du gouvernement. Et pour revenir sur ce plan, c'est effectivement un plan d'envergure inédite par son ampleur, 15 milliards d'euros, mais inédite par son contenu, car il rassemble différents instruments qui doivent nous permettre d'assurer cette transformation. Une charte donneur d'ordre sous-traitant qui justement assure la solidarité dans la filière et cette visibilité que nous appelons tous de nos vœux. Un fonds de consolidation qui va associer les 4 grands groupes et qui va permettre à des PME et des ETI d'atteindre une taille critique qui leur permettra de traverser la crise. Des commandes publiques, et je veux remercier ici la ministre des Forces armées qui a contribué fortement à accompagner ce plan en apportant aussi de la visibilité sur les commandes duales, les commandes militaires, également pour les forces de l'ordre, à hauteur de 800 millions d'euros. On avance la programmation qui était initialement prévue. Enfin, des investissements dans la R&D à hauteur de 1,5 milliard d'euros qui nous permettra de protéger les compétences et de répondre à cet enjeu majeur, justement de protéger l'emploi, pas pour ne pas être compétitif, mais au contraire pour être au rendez-vous des défis de demain. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Grosperrin pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à laquelle j'associe Stéphane Piednoir dans les tribunes avec bien un grand nombre de sénateurs. Monsieur le ministre, dans le cadre de la reprise progressive des cours à l'école, votre dispositif Sport, Santé, Culture, Civisme, 2S2C, entend offrir des activités éducatives sur le temps scolaire. Ce dispositif se veut une réponse à la crise sanitaire et au contrôle et aux contraintes du protocole qui entraînent des conséquences très lourdes sur le nombre d'élèves pris en charge. Nous savons tous que l'absence de reprise scolaire, pour une part non négligeable, est constatée et regrettée par tous, car les dangers de la déscolarisation physique sont immenses. Les dégâts seraient irréversibles si la majorité des enfants ne retrouvaient pas le chemin de l'école avant septembre prochain. Hier encore, le maire de Besançon me demandait d'intercéder auprès de vous pour un desserrement du protocole sanitaire. Dans la mesure où les parcs sont ouverts, les écoles aujourd'hui ne le sont pas totalement. Cependant, Monsieur le ministre, ce dispositif de S2C nous interroge car l'ouverture de l'école aux intervenants extérieurs pendant le temps scolaire doit rester une exception. Mais surtout, ce dispositif nous inquiète car de nombreux maires nous appellent tous les jours pour nous faire part de leurs difficultés matérielles, humaines et surtout financières. Ces nouvelles charges sont une fois de plus assumées par les collectivités locales. Et ce ne sont pas les 110 € par jour par groupe d'élèves de 15
qui seront suffisants. Nous sommes dans le temps scolaire et c'est à l'État d'assumer ses charges. Nous, sénateurs, enceintes où était l'ancien président qui précédait donc le président Larcher, Jules Ferry, nous ne voulons pas supprimer la position égalité de la devise républicaine qui se trouve au fronton de nos écoles depuis la loi du 14 juillet 1880. Liberté, égalité, fraternité. Car je sais que ces dispositifs insuffisamment financés sera surtout en zone rurale et parfois en zone urbaine source d'inégalités. La sollicitation des finances locales ne saurait devenir le moyen ordinaire de mise en œuvre budgétaire de votre gouvernement. Les collectivités locales vont payer très lourdement déjà les conséquences de la crise. Une question et une seule, Monsieur le Ministre. Quelles sont vos intentions sur la pérennité et le financement futur des 2S, 2C? Merci. Vous avez bénéficié des secondes Jules Ferry. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Je découvre que votre longévité est encore plus grande que ce que je croyais. Et grâce au sénateur Grosperrin, donc Monsieur le sénateur Grosperrin, merci pour cette question qui est extrêmement importante dans un contexte qui est très particulier. Il y a plusieurs points d'accord entre ce que vous avez pu dire et ce que je pourrais vous répondre. D'abord, l'importance du sport et de la culture. Ne perdons pas le sens de cette mesure. Si nous avons élaboré ce dispositif 2S2C, c'est pour promouvoir quelque chose qui, je crois, fait consensus dans notre société, c'est-à-dire plus d'activités sportives, plus d'activités culturelles, plus d'éducation à la santé et au civisme aussi dans notre pays. Et donc, c'est l'occasion d'avancer sur cette question. Je rappelle que le dispositif n'a rien d'obligatoire, donc c'est en rien une contrainte. Les communes peuvent y adhérer si elles le veulent. Et d'ailleurs, plus de 1000 communes l'ont fait en France, y compris, je crois, 9 dans votre beau département du Doubs. Donc il y a réellement une possibilité de contractualisation entre l'État et les communes, et je crois que c'est ce type de relation que justement les communes appellent souvent de leur vœu. On dit parfois 110 €, vous l'avez dit, par jour et par élève, ça n'est pas assez. Je rappelle que c'est un forfait, autrement dit même 3 heures correspondent à ces 110 € pour 15 élèves. Par ailleurs, l'éducation nationale participe, des professeurs peuvent participer. Donc il y a toute une série de cas de figure où en réalité ça peut ne rien coûter à la commune. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue les objectifs de fond qui sont d'arriver à ce que nous ayons une vision complète du temps de l'enfant, au moins du lundi au vendredi, si ce n'est davantage, entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Et oui, je crois qu'il est bon qu'il n'y ait pas de cloison étanche entre les deux. C'est évidemment deux temps différents, mais il doit y avoir une articulation. Quand un enfant fait de la musique le mercredi, c'est évidemment bon pour ses apprentissages le reste de la semaine. Donc l'alliance collectivité locale, éducation nationale n'étant rien une remise en cause du caractère national du service public, nous y sommes tous très attachés, mais c'est au contraire signe de coopération. Et bien entendu, nous devons, dans le futur, progresser encore en matière d'activités sportives et culturelles. Enfin, je serai sur la même longueur d'onde que vous sur l'allègement du protocole sanitaire. Nous y travaillons avec le Premier ministre. Nous avons un conseil de défense vendredi pour aller dans ce sens. Rappelons que nous avons voulu à tout prix ce déconfinement scolaire, qu'il a fallu le courage du Président de la République pour le décider le 11 mai. Aujourd'hui, tout le monde voit que c'était la bonne décision. Et d'une certaine façon, c'est un hommage que vous nous rendez en nous demandant d'accélérer. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la précision historique, Jules Ferry n'a été que 3 semaines président du Sénat. Vous voyez que je joue les prolongations. Voilà. La parole est maintenant à notre collègue Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre en charge des Transports et j'associe tous mes collègues du groupe RDSE, sénateurs de territoires ruraux. Monsieur le Ministre, 7 heures pour relier Aurillac à Paris, 5h30 pour Tarbes-Paris. Nous mesurons aujourd'hui la réalité de l'enclavement de nos territoires dont la seule porte de sortie reste l'avion. Pour lutter contre cet éloignement, de nombreuses collectivités n'ont eu d'autre choix que d'investir massivement dans des lignes à obligation de service public afin de garder leur territoire attractif. Pour les Hautes-Pyrénées, cela représente 2 millions d'euros par an. Ma collègue Josiane Costes vous a déjà interpellé sur ces craintes et il y a quelques semaines, et celles-ci semblent se confirmer. En effet, dans un communiqué récent, Air France et sa filiale Hop ont annoncé vouloir réduire de près de 40% leurs vols régionaux d'ici 2021. Une telle décision vient une nouvelle fois toucher de plein fouet des territoires déjà durement éprouvés. Vous l'aurez compris,
Nous ne pouvons accepter des décisions unilatérales venant pénaliser de nombreux bassins économiques et industriels. Aujourd'hui, la DGAC nous indique que ces lignes auront l'obligation de respecter de nouveau les OSP sous peine de pénalité à partir du 1er juillet, rajoutant toutefois qu'il faudra tenir compte de la soutenabilité financière de ces lignes en laissant à chaque collectivité le soin de négocier avec l'opérateur. Aussi, Monsieur le Ministre, alors que l'État s'apprête à mettre 7 milliards d'euros pour sauver le soldat Air France, auquel on peut rajouter 15 milliards d'euros pour l'aéronautique, un effort considérable, quelle contrepartie allez-vous exiger de cet opérateur monopolistique? Les OSP seront-elles bien identifiées comme un enjeu stratégique essentiel au développement des territoires? Comment comptez-vous mesurer les niveaux de soutenabilité acceptables pour réouvrir ces lignes? Enfin, laisserez-vous les collectivités seules pour négocier avec Air France, toujours plus prompt à alimenter des procès en non-rentabilité au mépris du service qu'elles rendent au territoire, sans afficher clairement les exigences de l'État? L'État reste le garant de l'aménagement et l'égalité des territoires. Pour les Hautes-Pyrénées, le Cantal ou la Lozère, le seul salut reste l'avion, car nous savons tous pertinemment que nos territoires enclavés et éloignés ne bénéficieront jamais de lignes TGV. Merci. Au secrétaire d'État en charge des transports, il a 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Merci pour cette question qui me permet de revenir sur la reprise progressive des lignes d'aménagement du territoire, lignes qui, vous l'avez dit, sont cofinancées par l'État et les collectivités territoriales dans le but de connecter les pôles enclavés au reste du territoire pour ainsi conforter leur attractivité. Sur le territoire métropolitain, cela concerne 10 lignes opérées par Air France et ses filiales, en tout cas pour 4 d'entre elles. Et durant le confinement, vous l'avez dit, les restrictions prises par l'État ont conduit ces lignes à être suspendues et la reprise progressive s'opère depuis le 2 juin dernier, étant entendu que la réouverture d'Orly devrait encore accélérer ce processus, mais qu'en tout état de cause, un retour à la normale en termes de trafic n'est pas anticipé avant le 2e semestre 2021. Nous avons évidemment une attention particulière pour les lignes sous OSP. J'ai demandé aux opérateurs de se concerter en détail avec les collectivités de manière à définir un programme de vol adapté à la demande qui pour l'instant reste assez modeste, en vue de la reprise et donc en fonction de la demande actuellement anticipée. Les services du ministère sont par ailleurs à l'écoute, comme ce fut le cas en début de semaine pour l'aéroport de Lourdes-Tarbes. Ce plan concerté devra être communiqué avant le 1er juillet, dans le cadre que vous avez d'ailleurs rappelé. Et je partage avec vous la conviction, Madame la sénatrice, que ces lignes sont importantes pour la vitalité des territoires et que ces dessertes doivent en conséquence être préservées. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Hervé Gillet pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste et républicain, je souhaite vous interpeller sur le plan de soutien aux collectivités locales et territoriales présenté ce matin en Conseil des ministres. La relance du pays ne se fera qu'avec un soutien ambitieux des collectivités. Face à la crise, les élus locaux ont assumé un rôle essentiel pour pallier les manques et assurer la continuité de l'État. Soutenir leur trésorerie et compenser en partie leurs pertes ne suffiront pas. Il faut leur donner une capacité d'agir, une force de frappe. Et ce n'est pas l'ambition de votre plan, 4,5 milliards d'euros, alors que la baisse des recettes est estimée à 7,5 milliards par le président Cazeneuve, que nous avons auditionné récemment avec le président Bockel. Les chiffres parlent. Certaines estimations portent même sur plus de 10 milliards d'euros. Les départements en première ligne pour la solidarité accumulent les pertes et ne bénéficieraient que d'une avance sur les droits de mutation. L'effet ciseau budgétaire va être redoutable. Les régions sont quasiment oubliées alors qu'elles pourraient impulser des actions de relance économique et de soutien aux entreprises dans les bassins d'emploi. La dotation de soutien à l'investissement local est dotée d'1 milliard supplémentaire. Envisagez-vous l'élargissement des bénéficiaires en rendant éligibles au-delà des PETR les pôles territoriaux, les syndicats de pays et les parcs naturels régionaux. Une crise sociale s'annonce sans précédent. Ne la sous-estimez pas. De nouvelles dépenses de solidarité s'imposent. Explosion du nombre de bénéficiaires du RSA et déjà 1 million de nouveaux demandeurs d'emploi. CCAS, CIS, départements sont fortement impactés. Tous les territoires sont concernés. Madame la ministre, ce plan de soutien n'est qu'une compensation. Les collectivités peuvent être un vecteur puissant de la relance. Quels véritables moyens allez-vous mettre à leur disposition? Répondre, la parole est au ministre, à la ministre de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités. Madame la ministre. Merci, monsieur le sénateur, de me poser cette question qui me permet de préciser les questions précédentes ou les réponses que j'ai faites aux questions précédentes. D'abord, on est d'accord sur le rôle des collectivités territoriales et peut-être rappeler que le PLFR 3 est un plan d'urgence qui répond à une situation d'urgence pour les collectivités territoriales. Par exemple, en ce qui concerne les communes, les intercommunalités, bien évidemment, nous savons qu'un certain nombre de communes, par exemple des communes touristiques ou des communes d'outre-mer, voyaient jusqu'à 30 ou 35% de leurs recettes réelles de fonctionnement touchées. Donc c'est un plan d'urgence et nous répondons en urgence avec cette garantie de recettes pour les communes, les intercommunalités et je précise aussi les syndicats de transport, puisque naturellement nous savons que le VT ou le VM, comme on dit maintenant, eh bien, a énormément baissé. Donc c'est une mesure d'urgence et nous répondons à la mesure de cette urgence. Je précise, monsieur le sénateur, que jamais un gouvernement n'a accordé aux maires une garantie aussi complète et aussi sécurisante. On peut remonter dans le temps sur d'autres crises, ça n'a jamais été fait. Par ailleurs, la DSIL, dont j'ai parlé tout à l'heure, que le Premier ministre a annoncé 1 million supplémentaire de DSIL, 1 milliard, pardon, excusez-moi, je voulais vous dire que ces crédits seront mobilisés en priorité sur la transition écologique. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais c'est très important de le préciser. Par ailleurs, en ce qui concerne les régions de France, nous avons engagé un dialogue avec chacune d'entre elles dans la perspective d'un accord de partenariat au début de l'été sur leurs recettes et leurs investissements, je dirais, d'elles-mêmes et de l'État dans le cadre des futurs contrats de plan État-région qui sont en renouvellement cette année. Je termine pour vous dire que je n'oublie pas l'outre-mer, puisque nous avons déjà versé 60 millions aux régions d'outre-mer en lien avec la recette particulière de l'octroi de mer qui a beaucoup baissé. Donc nous l'avons mis aussi dans le PLFR 3. Monsieur Gillet, quelques secondes. Merci. Vous parlez de mesures d'urgence, mais je pense que la relance économique, écologique et sociale se doit de mobiliser des leviers puissants. Ils ne sont pas au rendez-vous. Et je pense que dans ce cas-là, les attentes et les espoirs vont être déçus. Merci. La parole est maintenant à Dominique de Legge pour le groupe Les Républicains. Il a 2 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le 2 mai 2018, la Commission européenne publiait un projet de cadre financier pluriannuel de 11,4 milliards d'euros pour alimenter un fonds européen de défense. Le 27 mai dernier, la Commission, dans le cadre du plan de relance, propose de ramener la dotation de 8 milliards, c'est-à-dire moins 30%. Madame la ministre, le président Macron a fait du renforcement de l'autonomie stratégique de l'Europe, en particulier au niveau militaire, l'un des marqueurs de son quinquennat, ainsi que la boussole de son action européenne. Le déploiement d'un fonds européen de défense ambitieux devrait en être la concrétisation et le symbole. Comment devons-nous interpréter ce revirement et quelles en sont les conséquences pratiques et opérationnelles, notamment pour l'industrie de la défense, dans le cadre du plan de relance? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Armées. Madame Parly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je voudrais d'abord rappeler ce que chacun sait ici, c'est qu'il y a encore peu de temps, imaginer que l'Europe puisse investir 1 euro dans le domaine de la défense était inenvisageable. Par conséquent, la création d'un fonds européen de défense, c'est un changement complet de paradigme et c'est une révolution. Pour la première fois, en effet, des fonds européens seront consacrés au développement d'une base industrielle et technologique de défense européenne. Alors, vous avez raison de rappeler l'historique. La Commission européenne avait proposé il y a quelques mois d'investir 13 milliards d'euros sur la période 2021-2027. La présidence finlandaise avait, peu avant le début de la crise du Covid, ramené à 6,5 milliards, c'est-à-dire moitié moins, cette somme. Avec un certain nombre de partenaires européens, nous sommes remontés à la charge. Nous sommes aujourd'hui mobilisés pour obtenir plus. Nous sommes à 9 milliards d'euros. Ce n'est
pas suffisant. C'est un progrès, mais je vous l'accorde, le compte n'y est pas encore. Et comme nous n'avons pas dit notre dernier mot, nous avons écrit aux hauts représentants de l'Union européenne ainsi qu'à nos homologues européens afin que le Fonds européen de défense puisse être porté à un niveau ambitieux. Et nous en avons aujourd'hui besoin plus que jamais parce que la crise du Covid nous a montré que nous avions besoin de plus d'Europe et de plus de souveraineté européenne. Le Fonds européen de défense devra donc prendre aussi sa part à la relance économique dont nous avons tous collectivement besoin au sein de l'espace européen. Et hier, avec la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons fait des annonces pour soutenir le secteur aéronautique et j'ai annoncé 600 millions d'euros de commandes par anticipation afin de venir en soutien de cette filière aéronautique. Et vous pouvez compter sur une chose, c'est que je continuerai de me battre pour soutenir la base industrielle et technologique de défense, non seulement française, mais européenne. Monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci de cette réponse, mais permettez-moi de vous dire que j'ai vraiment l'impression que cette affaire est assez emblématique de ce que j'appellerais la méthode Macron. On fait une analyse et un constat juste. Nous avons besoin d'une coopération européenne au niveau de la défense. Ça, c'est le premier temps. Puis le deuxième temps, on se lance dans des déclarations totalement irresponsables, isolées et de façon un peu provocatrice. J'évoque bien évidemment les déclarations qui ont été faites autour de l'Alliance Atlantique. Vous savez aussi bien que moi que nos partenaires européens considèrent que cette alliance est indispensable à leur sécurité. Et donc le résultat, eh bien, c'est exactement l'inverse de ce que nous voulions. À savoir que comme nous n'avons pas réussi à convaincre, comme nous étions tout seuls, comme nous étions les meilleurs, eh bien aujourd'hui nos partenaires européens ont du mal à entendre la voix de la France et à nous suivre. Je compte sur vous pour améliorer les choses. Merci. Chers collègues, nous avons été 110 aujourd'hui, tout en respectant les règles fixées collectivement sous l'autorité des questeurs. Je voudrais saluer mes collègues qui acceptent ainsi d'être dans les tribunes. Je vous rappelle que nos prochaines questions d'actualité auront lieu le 17 juin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci. La séance est suspendue. Elle reprendra à 16h35 pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La séance est suspendue. Elle sera reprise à 16h35. Merci. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct et en intégralité sur Public Sénat. C'est l'un des sujets qui a été plusieurs fois abordé lors de cette séance, eh bien, le sort des lignes aériennes d'aménagement du territoire. On va en parler avec Jean-Baptiste Djebari, bonjour, secrétaire d'État au transport. Ces lignes qui desservent des territoires aujourd'hui qui sinon seraient délaissés, sont-elles en danger aujourd'hui avec la crise? Vous vous êtes dit vigilant mais encore. Vigilant, d'abord pour accompagner la reprise. Vous savez que la reprise progressive du trafic intérieur s'opère depuis le 2 juin dernier, depuis que la règle des 100 km a été levée. Et il faut à la fois être lucide sur la demande, la fréquentation, le nombre de voyageurs qui aujourd'hui montent dans ces avions qui restent très modestes, de l'ordre de 20 à 25%. Et donc l'objectif, c'est bien de mettre pour ce redémarrage progressif le bon nombre d'avions, la bonne offre en face de la demande, et c'est ce que nous allons faire en lien avec les élus. Alors la période de la réserve électorale complique un peu ces échanges parfois, mais j'ai demandé notamment aux grands opérateurs à Air France d'avoir ces dialogues avec les élus. Garantissez que les lignes qui sont indispensables à l'aménagement du territoire, elles vont être préservées? D'abord deux choses, j'ai dit que ces lignes étaient vitales pour l'aménagement du territoire. Et je suis élu de Limoges, comme vous le savez. Nous avons des lignes sous les obligations de service public. Leur objectif n'est pas la rentabilité, mais bien de préserver l'attractivité de ces territoires. Des lignes où bien souvent, comme à Aurillac, le voyage par le train ou par la route n'est pas une solution satisfaisante, notamment pour le tissu de PME et d'entreprises locales. Donc il faut préserver ces lignes d'aménagement du territoire. Il faut accompagner la reprise avec clairvoyance, avec lucidité, parce qu'aujourd'hui, et vous le savez, la demande est relativement modeste. Nous avons le mot
mois d'août, qui traditionnellement est un mois peu utilisé par les voyageurs. Et il faudra pour septembre être particulièrement prêt. Moi, j'ai demandé à ce que l'ensemble des opérateurs, en lien avec les élus, produisent un plan avant le 1er juillet, de manière à ce que ce plan soit exécuté au cours de l'été et après. Et surtout, cela s'inscrit bien sûr dans le contexte d'une crise pour l'aéronautique absolument sans précédent. Hier, le gouvernement a annoncé un plan de soutien de 15 milliards d'euros, axé notamment sur la reconversion verte. Est-ce vraiment la réalité? N'est-ce pas une nouvelle fois une perfusion pour un secteur dont on sait qu'il va attendre plusieurs années avant le retour à la normale? Non, d'abord c'est un plan de résistance et un plan de conquête. Un plan de résistance pour amortir la crise, vous en connaissez les effets. Qui va être terrible notamment pour l'aéronautique. Qui est déjà terrible, 95% des vols qui ont été supprimés, alors ça reprend progressivement. Une industrie qui pâtit beaucoup de la crise, le chiffre d'Airbus sont connus, environ 40% de baisse d'activité pendant 2 ans, donc une crise durable. Donc un plan de résistance, ça c'est l'ensemble des mesures que vous connaissez parfaitement bien, l'activité partielle, les prêts garantis par l'État, les fonds de consolidation. Et puis un plan de conquête, parce que le vrai enjeu du transport aérien comme du reste, l'ensemble des transports, est le verdissement. Il y a 2 façons de voir les choses. Pour un secteur aussi polluant. Oui, enfin qui est beaucoup moins polluant qu'on le dit, c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça reste effectivement un des grands enjeux. Et donc il y a 2 façons de voir les choses. Soit effectivement vous faites un peu comme en 2008, concurrence avec de vieux avions pour finalement voler pour pas cher, comme l'avaient fait à l'époque les Américains, pour reconstituer des marges. Soit vous investissez massivement, ce que nous faisons, le choix politique que nous faisons. Nous investissons massivement avec un horizon assez clair, un premier avion régional hybride en 2027 et le successeur vert de la 320 en 2035. C'est un défi considérable, mais ce n'est pas tout à fait hors de portée. Une dernière question sur le projet de loi qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres sur les 4 mois qui vont suivre le 10 juillet. Est-ce que c'est un état d'urgence bis, et notamment pour les transports? Non, pas un état d'urgence bis. Vous avez vu que depuis le 2 juin, nous avons assoupli un certain nombre de règles, notamment le respect strict de la règle du 1 mètre dans les rames. Donc les choses se font. Par contre, nous gardons dans le droit commun, pour les 4 prochains mois à compter du 10 juillet, la possibilité de poser à nouveau des régulations si besoin s'en faisait sentir, et si notamment la situation sanitaire a été amenée à se détériorer à nouveau, ce que nous ne souhaitons pas évidemment, mais il était sage de se préserver, de se garder cette possibilité dans la loi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari d'avoir répondu à mes questions. Autre thématique bien sûr qui a marqué cette séance de questions d'actualité au gouvernement, la question des manifestations actuellement, des manifestations anti-racistes et la question aussi des violences policières. Je vous propose tout de suite d'écouter Édouard Philippe tout à l'heure qui s'est exprimé et qui a parlé lui plutôt des violences à l'égard de la police dans sa réponse. Écoutez. Je ne laisserai jamais dire que la police ou la gendarmerie seraient des organisations, des institutions violentes ou racistes. Elles ne sont, je le dis, Madame la Présidente, ni l'une ni l'autre. La police et la gendarmerie, ou plus exactement les policiers et les gendarmes, exercent des missions redoutablement difficiles, vous le savez. Vous avez évoqué cette période particulière et au fond malheureuse, dite des Gilets jaunes. Cette période a été violente. Elle n'a pas été le fait de violences choisies et exercées par la police sur des manifestants pacifiques. Je vous le dis comme je le pense, comme je l'ai vécu, Madame la Présidente. Mais nous avons assisté dans cette période à des mises en cause, à des insultes, à des crachats, à des violences incroyablement intenses à l'égard des policiers et des gendarmes. Voilà pour la réponse tout à l'heure d'Édouard Philippe. Je suis avec le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Vous avez questionné le Premier ministre, vous aussi, sur ce sujet. Est-ce que vous êtes satisfait du fait que le Premier ministre soit plutôt lancé dans une défense des forces de l'ordre? Est-ce que c'est pour vous suffisant dans le contexte actuel? Écoutez, il est venu au Sénat, évidemment, pour désavouer ses ministres, parce qu'on a eu le sentiment, ces derniers jours, et les policiers et les gendarmes ont eu le sentiment qu'ils étaient totalement lâchés. Et Christophe Castaner a dit « Je suis le premier défenseur des flics de France ». Oui, mais après avoir plongé nos gendarmes et nos policiers dans cette situation où, en parlant justement de soupçons avérés, ce serait pour eux une sorte de présomption de culpabilité. Il a parlé, Christophe Castaner, je vous rappelle, il a dit que l'émotion devait être supérieure au droit, à la loi, à la règle de droit. Parlant des manifestations. C'est inédit. Ça veut dire que l'émotion peut justifier qu'on enfreigne la règle de droit. Non, moi ce que je veux dire, ce que je redis encore... On n'a pas le droit de manifester aujourd'hui, donc ces manifestations ne devraient pas avoir lieu? Bien sûr. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des Français qui sont condamnés, qui ont payé des amendes de 135 € parce que lorsqu'ils allaient prendre leur baguette, ils n'avaient pas leur attestation il y a quelques semaines. Surtout, ce que je veux dire, c'est que nos forces de l'ordre, c'est le bouclier de la République. Elles ont été en première ligne contre le terrorisme. Elles ont été en première ligne contre
les violences de rue. Au quotidien, elles sont en première, souvent caillassées, insultées, parfois blessées. Et aujourd'hui, nous avons voulu soutenir l'honneur de nos gendarmes, l'honneur de nos policiers, parce que leur honneur, c'est l'honneur de la République, c'est l'honneur de la France. Mais y a-t-il un problème de racisme dans les forces de l'ordre et plus largement dans la société française? Emmanuel Macron, ce matin, a parlé en Conseil des ministres du racisme comme d'une maladie qui touche toute la société. Mais je me bats contre cette généralisation. Le seul fait que vous me posiez cette question, vous voyez bien que les approximations de M. Castaner ont fonctionné. Il a laissé croire aux journalistes, aux Français qu'il pouvait y avoir une police, une gendarmerie qui était en réalité coupable de racisme. Or, c'est faux. Les cas individuels qui peuvent exister doivent être durement sanctionnés. Mais moi, je me bats parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui voudraient assigner les Français à leur couleur de peau, qui voudraient communautariser en réalité la France et qui voudraient désigner la France comme coupable pour la fragiliser, pour la fragmenter. Et ça n'est pas supportable. Donc j'attends, dans la prochaine expression du président de la République, qu'il soit d'abord ferme, qu'il rappelle des règles de fermeté. Non, l'émotion ne doit pas dépasser les règles de droit et surtout l'unité française, le modèle républicain qui fait qu'il n'y a pas de communauté au pluriel, qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté des citoyens français, quelle que soit leur couleur de peau. Il va prendre la parole ce week-end, le président de la République, pour parler de la sortie de crise. C'est ce que vous attendez de lui, cette prise de parole sur ce sujet? Oui, bien sûr, mais elle est trop tardive. Elle est trop tardive parce que pendant des jours et des jours, on a vu ces ministres, notamment la garde des Sceaux qui veut s'introduire finalement dans une affaire qui est toujours en cours. Ça, c'est un affaiblissement de l'état de droit. Puis on a vu encore une fois les déclarations du ministre, bien sûr, de l'Intérieur, des déclarations justement qui ont jeté l'opprobre sur nos gendarmes et nos policiers. Eh bien, merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Kanner, le président du groupe PS au Sénat. On va parler nous aussi de ce même sujet des manifestations, ce sujet des violences. Tout d'abord, vous étiez présent lors de ces manifestations antiracistes hier, des manifestations qui ne sont pourtant pas autorisées. Bruno Retailleau disait à l'instant, ces manifestations, elles n'ont pas le droit d'avoir lieu. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bien sûr, il y a la règle et puis il peut y avoir des exceptions. Je pense que le gouvernement a eu raison de considérer que, au regard de la situation, il ne fallait pas rajouter de la crise à la crise. Et la manifestation s'est très bien passée dans le calme, avec des masques pour les uns et pour les autres. Donc je pense qu'il fallait que cette expression puisse se faire dans de bonnes conditions. Et ça a été le cas hier soir sur la place de la République. Le gouvernement qui a présenté cette semaine des mesures sur la déontologie dans la police, il a raison. C'est une bonne réaction de la part du gouvernement. On a entendu aussi aujourd'hui beaucoup de défense des forces de l'ordre dans la voix d'Édouard Philippe. Vous savez, je considère que nous avons 300 000 policiers et gendarmes dans notre pays. Bien évidemment, il n'y a pas de racisme d'État. Ce serait une aberration que de l'affirmer. Par contre, nous devons avoir une tolérance zéro. Je reprends l'expression du Premier ministre sur le fait qu'il y a malheureusement des phénomènes racistes dans ce corps d'État. Et qu'il y a eu une tolérance sur ces phénomènes racistes. Et qu'il y a eu sûrement peut-être un laisser-aller qu'il faut absolument corriger. Comment se fait-il que des serviteurs de la République puissent défendre de fait, à titre privé ou public, des valeurs qui sont contraires à la République? Donc posons le diagnostic, regardons les remèdes et mettons-les en œuvre. Et là, le Parlement est à sa place pour le dire à l'exécutif. Vous parlez des rapports entre le Parlement et l'exécutif. Que pensez-vous du fait que le gouvernement crée sa propre commission pour enquêter sur sa gestion du Covid? Ce sont des bonnes pratiques, c'est un retour d'expérience, clame l'exécutif aujourd'hui. Non, mais écoutez, quand on a deux commissions d'enquête qui vont se réunir à l'Assemblée et au Sénat, on ne s'amuse pas, permettez-moi l'expression, à créer sa propre commission d'enquête de fait. C'est tout à fait dommageable. Je crois que ça n'amènera à rien de plus. Faisons confiance là aussi aux parlementaires, députés et sénateurs pour faire toute la lumière sur cette crise. Et donc le gouvernement pouvait totalement s'appuyer sur notre savoir-faire, notre expérience. Le gouvernement, lorsqu'il propose cette enquête de son côté, qu'est-ce que cela veut dire? Et que les commissions d'enquête du Parlement J'ai parlé de mépris à l'égard du Parlement. Ça peut être aussi un acte de défiance du gouvernement à l'égard du Parlement, alors que le Parlement a été tout à fait à la hauteur depuis le début de cette crise, et donc c'est tout à fait dommage. Dans le même temps, Gérard Larcher est appelé à contribuer à la sortie de crise. Donc Emmanuel Macron demande au président du Parlement de participer à tout cela. C'est un signe de confiance de sa part? Écoutez,
écoutez, c'est bien de consulter le président Larcher ou le président Ferrand naturellement, mais si c'est pour créer de la confusion institutionnelle ou de la confusion politique... Qu'est-ce que cela crée pour vous? Une confusion institutionnelle, parce que quelque part, le Parlement travaille, fait des propositions de loi. Il n'y a aucune raison aujourd'hui à ce que quelque part nous devions des collaborateurs du gouvernement. L'exécutif doit fixer son cap et manifestement ce sera le cas puisque dimanche prochain le président de la République va s'exprimer. Oui, vous l'attendez sur quoi? J'espère que la dimension sociale sera prise en compte. Eh bien, merci beaucoup. Patrick Caner, le président du groupe socialiste, à mon micro pour ce débrief des questions d'actualité au gouvernement. C'est la fin de ce débrief consacré aux questions d'actu, mais l'actualité parlementaire, elle continue au Sénat et on va prendre la direction de la salle Monory où Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, s'exprime devant les sénateurs de la Commission des Affaires sociales. Au cœur de cette audition, bien sûr, la gestion de la crise du Covid-19, mais aussi le Ségur de la santé qui en découle. Tout de suite, on prend la direction de la salle Monory. Merci Monsieur le Président. Je serai moins long que 10 minutes dans mes propos liminaires parce que, comme vous, j'aime le débat, les